Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Al24 News. Sans plus tarder, la une de l'actualité de ce samedi 9 avril. Palestine, ils étaient nombreux les Palestiniens aujourd'hui aux obsèques du jeune tué à Jénine par l'armée sioniste qui a mené une opération dans le camp palestinien faisant donc un mort et de nombreux blessés. On s'intéressera dans ce journal à l'économie marocaine. Le premier trimestre de 2022 a été marqué par le creusement des déficits, l'augmentation du niveau d'endettement et la forte hausse des prix des matières premières et énergétiques. Fin de la campagne électorale en France, début demain du premier tour des élections présidentielles. Emmanuel Macron et Marine Le Pen en tête selon les derniers sondages. Débat tendu aujourd'hui au Parlement pakistanais à l'ouverture de la session qui devrait voir le Premier ministre Imran Khan être renversé par une motion de censure. Les parlementaires pakistanais se sont violemment interpellés. Nous entamons cette édition par l'actualité au Proche-Orient. En Palestine, les obsèques du jeune Palestinien tué à Jénine ce matin ont vu la présence d'une foule nombreuse. Le jeune a été tué par balle par l'armée sioniste qui a mené cette matinée une opération dans le camp palestinien, donnant donc lieu à d'intenses échanges de tirs qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Souhila Kilal. Dans une atmosphère de tristesse et de recueillement, les Palestiniens ont enterré aujourd'hui le jeune martyr mort après le raid de l'armée sioniste dans le camp palestinien de Jénine en Cisjordanie occupée. Selon le ministère palestinien de la Santé, 13 autres personnes ont également été blessées. L'armée sioniste a mené une opération militaire dans le camp de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, la zone d'où venait l'auteur de la dernière attaque de Tel Aviv, qui avait fait 3 morts et 10 blessés du côté des colons sionistes. Samedi dernier, au moins 3 membres du mouvement de résistance, le djihad islamiste, avaient été tués dans des échanges de tirs dans ce camp densément peuplé. Le premier ministre israélien, Naftali Bennett, a déclaré avoir donné aux forces sionistes une liberté de mouvement absolue. 2 jours après l'opération de Tel Aviv, l'occupation sioniste continue d'imposer des mesures punitives contre les citoyens du camp de Jénine. Elle a empêché hier un grand nombre de citoyens palestiniens d'entrer à Al-Quds occupé pour le premier vendredi du Ramadan. Les forces d'occupation sionistes se sont retirées du camp des environs de la ville de Jénine quelques heures après l'agression contre ce camp. L'Arabie saoudite a annoncé samedi qu'elle allait autoriser 1 million de musulmans saoudiens ou venant du monde entier à accomplir cette année le pèlerinage à la Mecque, un chiffre en nette hausse par rapport aux années précédentes marquées par l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement veut assurer la sécurité des pèlerins tout en veillant à ce qu'un maximum de musulmans dans le monde puissent accomplir le Hajj, a poursuivi le communiqué. Situation au Yémen, l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, a exhorté les parties belligérantes à s'engager à respecter le cessez-le-feu convenu après que des combats ont éclaté entre les forces gouvernementales et le mouvement Ansarullah dans le district méridional de Jouba dans la province de Marib. Les 2 parties s'accusent mutuellement d'avoir violé la trêve, laquelle prévoit l'arrêt de toutes les offensives terrestres, aériennes et navales à travers le pays et ses zones frontalières. La menace de Daesh plane toujours sur l'Irak selon le conseiller irakien à la sécurité nationale qui craint une infiltration de terroristes sur son sol, redoutant la menace émanant du camp d'Al-Hol en Syrie voisine où vivent près de 56 000 personnes dont des proches des membres du groupe Daesh. وجود مخيم الهول في شرق سوريا
Le camp d'El-Hor est situé dans l'est de la Syrie et 12 000 terroristes de l'État islamique sont détenus dans les prisons contrôlées par les forces démocratiques syriennes. L'État islamique entreprend des opérations pour libérer ses prisonniers. Chaque jour qui passe, la haine croît et le terrorisme prospère tant que ce camp existe. Sur le continent africain, Sahara occidental, les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont poursuivi vendredi leurs attaques contre les positions et retranchements des forces d'occupation marocaines. Dans le secteur de Mahbes, les unités de l'APLS ont ciblé les forces de l'occupant marocain par des bombardements intenses, leur infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles le long du mur de la honte. L'économie marocaine, justement, continue de tourner à un niveau inférieur à son potentiel. Le premier trimestre de 2022 a été marqué par le creusement des déficits, l'augmentation du niveau d'endettement et la forte hausse des prix des matières premières et énergétiques. Mohamed Ali Ben Chaban. Sur fond de flambée des prix à tout va, le Maroc devrait connaître une situation inflationniste très aiguë, estimée à plus de 4,7% et une croissance en berne en 2022. Le régime marocain du Merzen n'est pas dans une bonne posture pour redresser la barre. Il se dirige droit vers l'endettement extérieur, envisageant d'emprunter environ 4 milliards de dollars comme prévu dans la loi de finances 2022, en plus d'environ 7 milliards de dollars sur le marché intérieur par le biais de la dette à moyen et long terme. Cela va affecter structurellement les équilibres financiers du Maroc. Le gouvernement avoue que la résolution de tous les problèmes n'est pas une affaire aisée. Le gouvernement se préoccupe de nos affaires. Si on constate des problèmes, on essaye de trouver des solutions. Mais nous, on n'a pas la baguette magique pour résoudre les problèmes de tous les secteurs. Face aux nombreux problèmes socio-économiques, le niveau de pauvreté dans le royaume reste très élevé. Un Marocain sur deux se considère comme pauvre. Aussi, des études considèrent le Maroc pays le plus inégalitaire d'Afrique du Nord. L'inflation poursuit son accélération entamée en 2021, tirée par la flambée des prix des produits énergétiques et alimentaires, ainsi que la hausse de l'inflation chez les principaux partenaires économiques. Et l'armée malienne a annoncé vendredi soir la neutralisation de 2 chefs terroristes dans la région de Nara, dans le sud du pays. La précision du renseignement a permis la neutralisation de Dadieba, artificier et chef de Jamaat Nusrat al-Islam ou al-Muslimin, d'accord, et de Dayeba, responsable de la Zakat, figurant sur la base de données des terroristes recherchés et auteurs de poses d'engins explosifs improvisés et d'exactions sur les populations dans la région, a précisé le directeur de l'information et des relations publiques des armées, le colonel Souleymane Dembélé, dans un communiqué. Et le couvre-feu instauré dans le Sahel dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans cette région du nord-est du Burkina Faso est prorogé pour une durée de 45 jours à compter du 10 avril, indique un responsable local. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à des attaques qui ont fait entre 2016 et le 31 décembre 2021 plus de 2000 morts selon le gouvernement burkinabé. Et les Gambiens ont voté samedi pour choisir leurs députés lors d'élections qui pourraient donner la majorité parlementaire au président Adama Barrow, réélu en décembre pour 5 ans. Comme la présidentielle de décembre, ces législatives sont une nouvelle fois occasion de consolider la transition démocratique dans un petit pays sorti il y a 5 ans avec l'élection de Barrow à la présidence. Nous avons bon espoir que le Parti national du peuple aura la majorité. Si l'on regarde l'élection présidentielle, cela indique très clairement que nous aurons la majorité à l'Assemblée nationale.
Notre démocratie est en mouvement. Cela signifie que le terrain est égal et je pense que c'est trop bon pour l'avenir parce que c'était une période de transition. Maintenant, la transition est terminée. Nous sommes consolidés. Nous avons construit une base solide pour aller de l'avant. Élections toujours, mais en France cette fois-ci, fin de la campagne électorale en vue des élections présidentielles ce dimanche. Selon les derniers sondages, Emmanuel Macron et Marine Le Pen continuent de faire la course en tête. Amin Touta. Fin de campagne et début du scrutin électoral en France. Pour élire un nouveau président à partir de demain dimanche, date du premier tour. Les 12 candidats à la fonction suprême ont abordé les thèmes classiques de la présidentielle, comme l'immigration, le pouvoir d'achat, la couverture sociale, ainsi que le contexte international marqué par le conflit en Ukraine. Selon les dernières intentions de vote, Emmanuel Macron serait en tête des sondages avec 26%, suivi de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen avec 24%. Le président candidat avait axé son programme de campagne sur la réforme de la retraite, et repoussé l'âge du départ à 65 ans et un cumul emploi-retraite plus simple et plus avantageux. Pour ce qui est du pouvoir d'achat, Emmanuel Macron envisage une baisse d'impôts de 15 milliards d'euros et un versement à la source des prestations sociales. De son côté, Marine Le Pen propose un référendum sur l'immigration et mettre fin au regroupement familial, ainsi que le traitement des demandes du droit d'asile uniquement à l'étranger. Quant au candidat socialiste Jean-Luc Mélenchon, qui se trouve désormais en 3e position des sondages, il opte pour un SMIC à 1 400 € et l'instauration de la semaine à 32 heures pour les professions pénibles et la mise en place d'une sécurité sociale à 100%. Malgré une importante mobilisation des candidats durant la campagne, les craintes d'une forte abstention pèsent sur le paysage électoral. Un taux d'abstention qui pourrait atteindre jusqu'à 30% pour ce premier tour. Nous restons en Europe. Guerre en Ukraine. Le Premier ministre britannique Boris Johnson est à Kiev ce samedi en signe de solidarité avec le peuple ukrainien, annoncé Downing Street. Boris Johnson s'est rendu en Ukraine pour rencontrer le président Zelensky en personne dans un geste de solidarité avec le peuple ukrainien et doit y présenter un nouvel ensemble d'aides financières et militaires, a indiqué un porte-parole des services du Premier ministre britannique. Parallèlement aux négociations sur l'Est et le Sud, il y a une accumulation d'un grand nombre de militaires d'équipements d'hommes armés qui prévoient d'occuper une autre partie de notre territoire. Nous avons confiance en notre victoire. Nous sommes prêts à nous battre et à chercher en parallèle des voies diplomatiques pour mettre fin à cette guerre. Et cette déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky est intervenue suite à la réception du chancelier autrichien Karl Nehammer, le chancelier autrichien qui s'est également rendu à Boutcha, ville proche de la capitale ukrainienne où a eu lieu un massacre de civils. Autre personnalité à se déplacer en Ukraine, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui est arrivée vendredi à Boutcha, une petite ville donc au nord-ouest de Kiev. Von der Leyen a été accompagnée du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, et du Premier ministre slovaque, Eduard Heger, avait annoncé plus tôt vendredi se rendre dans la capitale en signe de soutien à l'Ukraine. Les trois responsables sont allés voir les fosses communes creusées à Boutcha pour y enterrer les dizaines de civils tués dans les combats. Et la Banque centrale de Russie a décidé de réautoriser à partir du 18 avril la vente des devises étrangères suspendues depuis début mars. Ces mesures d'assouplissement de la Banque centrale permettront des retraits bancaires non seulement en dollars américains mais aussi en euros. Mohamed Amin Aberkan. Les banques russes pourront de nouveau vendre des devises en liquide aux citoyens à partir du 18 avril 2022. Dans son communiqué, la Banque centrale a précisé que seules les devises reçues par la banque à partir du 9 avril pourront être vendues
Cette annonce surprise intervient alors que la vente des devises étrangères a été suspendue en Russie le 9 mars par la Banque centrale jusqu'au 9 septembre 2022. Les Russes pouvaient toutefois échanger leurs devises étrangères contre des roubles pendant cette période. Le retrait du liquide des comptes en devises étrangères ouverts dans les banques russes a été limité début mars à 10 000 $ américains jusqu'au 9 septembre. Selon la décision de la Banque centrale, le reste ne pouvant être retiré qu'en roubles selon le taux de change en vigueur. Cette mesure a également été assouplie vendredi, la Banque centrale annonçant que le retrait peut désormais être effectué non seulement en dollars américains, mais aussi en euros. Les restrictions drastiques sur les opérations avec les devises étrangères ont été mises en place en Russie au moment où le rouble battait des records historiques de faiblesse face aux devises occidentales. Mais ces dernières semaines, la devise russe ne cesse de se renforcer et a atteint vendredi 71 roubles pour $1, un record depuis l'automne 2021, et 77 roubles pour €, son niveau le plus fort depuis juin 2020. Nous vous le disions en titre, débat tendu aujourd'hui au Parlement pakistanais à l'ouverture de la session qui devrait voir le Premier ministre Imran Khan être renversé par une motion de censure. Les parlementaires pakistanais se sentent violemment interpellés. Le président de l'Assemblée nationale a dû ajourner la session au début d'après-midi. La séance après 30 minutes d'échange très tendus. Il faut aborder ce point de l'ordre du jour et aucun autre. C'est ce que prévoit la décision de la Cour. Vous ne pouvez pas vous en écarter et par conséquent, je conclus mes observations et je vous demande de bien vouloir procéder au vote de la résolution. Vous dirigerez les débats de la Chambre sous l'ordre de la Cour suprême car le Parlement va écrire une nouvelle histoire. Aujourd'hui, le Parlement va démettre un Premier ministre désigné. L'ancien chef de la sécurité de Hong Kong annonce sa candidature au poste de dirigeant de la cité-État ce samedi lors d'une conférence de presse en ligne. Il est actuellement la seule personne à avoir annoncé vouloir devenir le futur chef de l'exécutif de ce qui, selon les médias hongkongais, sera une course sans rivaux à la demande de Pékin. J'annonce aujourd'hui ma décision de me présenter aux élections pour le 6e mandat de chef de l'exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Hong Kong doit conserver son caractère de métropole internationale. Hong Kong doit développer sa connectivité internationale, établir un environnement commercial plus favorable, défendre les valeurs d'inclusion, de diversité et d'ouverture et renforcer encore sa compétitivité dans les domaines de la finance, du commerce, des transports, de l'innovation et de la technologie. Trois hommes d'affaires et un ancien astronaute ont décollé vendredi à bord d'une fusée de SpaceX pour la première mission entièrement privée vers la Station spatiale internationale où ils resteront un peu plus d'une semaine. Le décollage a eu lieu à 15h17 GMT depuis le centre spatial Kennedy sous le ciel bleu de Cap Canaveral en Floride. Des novices se sont déjà rendus dans la station spatiale, notamment dans les années 2000. L'année dernière, la Russie y a envoyé une équipe de tournage de films, puis un milliardaire japonais. Mais ceux-ci voulaient voler à bord des fusées Soyouz accompagnés de cosmonautes. Cette fois, c'est la société Adium Space qui a organisé le voyage en achetant à SpaceX le moyen de transport et en rétribuant la NASA pour l'utilisation de sa station. Sport football mondial Qatar 2022, zone Afrique. La Fédération algérienne de football attend le verdict de son recours le 21 avril prochain. À quoi peut-on s'attendre? Élément de réponse avec Faisal Saleh. On ne vend pas le rêve, mais on le défend. On défend le fair play. Algérie-Cameroun, le sujet est toujours d'actualité. Le feuilleton des qualifiés de la Coupe du Monde Qatar 2022 en Afrique aura le droit d'un autre épisode, le 21 avril 2022. Quel que soit le résultat de la FIFA, Gassama est coupable. Il sera à vie.
blacklisté dans l'histoire du football algérien. On le surnomme le corrompu ou le voleur. Et ce n'est pas une opinion, mais c'est des faits. Et comme il l'a dit Belmadi, une fois à Diapoma. Je crois, moi, tant que je suis pas mort, hein, c'est évidemment une image, tant que je suis pas mort, il y a de l'espoir. Tchale, Song n'avait pas beaucoup de choix. Toko est devenu une obligation avec Choupo-Moting, sauf que le joueur de Lyon était testé positif à son retour en France. La question qui se pose, Toko a-t-il joué positif? Ce n'est pas loin d'être vrai. Des souvenirs proches me rappellent de la conférence de presse du Burkinabé avant le match d'ouverture face au Cameroun. Bertrand Traoré l'explose. On apprend que des joueurs ils sont positifs et du coup qui ne peuvent pas participer au match de demain. Et moi je trouve que c'est un scandale. Le journal Tribune au Cameroun se fie au match de 2009 Irlande-France et la main de Thierry Henry. La presse camerounaise a déjà reconnu les erreurs de Gassama. Et pour parler du match Algérie-Cameroun, nous rejoint en direct de France l'ex-international algérien Ma'ammar Mamouni. Bonsoir Ma'ammar. Bonsoir, salam alaikum. Alors, de l'arbitrage de Bakary Gassama. Je ne vais pas vous cacher, l'arbitrage était catastrophique, vraiment catastrophique. C'était scandaleux. En tant qu'ancien joueur, je comprends qu'il y a certains joueurs qui ont dû s'énerver parce qu'il y avait des décisions vraiment scandaleuses. J'ai rien compris. J'étais assis devant la télé et je ne comprenais pas pourquoi la VAR n'était pas demandée lorsqu'il y avait des litiges sur des décisions. Donc, j'ai rien compris. J'étais un spectateur loin et vraiment, c'était scandaleux, l'arbitrage. Et c'était vraiment pas bien. On s'est battu contre deux équipes, un arbitre et le Cameroun. Donc, c'était malheureux. Alors, Ma'ammar Mamouni, selon vous, le recours de la FAF va-t-il aboutir à quelque chose? Je pense que c'est très compliqué. Remettre un match, tout ça, il faut être réaliste. S'il y a des preuves qui sont avérées, je pense que oui. Ils étudieront le cas. Mais là, vous avez vu les déclarations du Cameroun qui ne veut pas rejouer le match. Différentes choses, mais c'est malheureux. Si on a un recours, s'il y a la moindre chance, alhamdoulilah, il faut. Parce que l'équipe nationale méritait d'aller à la Coupe du Monde. Par rapport à son match, par rapport à ce que Djamel a prouvé avec l'équipe, parce que après tout ce qu'il a fait, c'est le football, je comprends, mais le football est injuste par rapport à ces décisions vraiment scandaleuses pour moi. C'est vraiment scandaleux. En tant qu'ancien joueur, je ne sais pas si j'aurais… vraiment, je pense que je me serais énervé énormément sur le terrain. D'accord. Alors, dernière question, monsieur Ma'ammar Mamouni. L'Algérie, l'équipe nationale algérienne, a perdu la Coupe d'Afrique. Elle a perdu sa qualification pour le mondial Qatar 2022. Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'équipe algérienne a de quoi, c'est-à-dire elle a le potentiel pour, on va dire, se remettre sur pied? Oui, bien sûr. Après, il faut savoir, je pense que tous les joueurs, le sélectionneur et tout le staff savent que le football est magnifique et cruel. On peut faire, regarder, magnifique, on gagne la Coupe d'Afrique. Après, cruel, on est éliminé au premier tour de la CAN et on ne va pas à la Coupe du Monde. Donc, c'est le football, faut pas tout… Il y a eu un travail qui a été fait par Djamel, par son staff, par la fédération. Faut pas tout abandonner, il faut repartir plus fort. L'exemple même en Afrique, c'est le Sénégal. Ils perdent en finale, ils gagnent la CAN, ils se qualifient à la Coupe du Monde. C'était très dur pour eux. Vous regardez, leur effectif n'a pas beaucoup bougé. Il y a quelques joueurs qui étaient là. Le sélectionneur était toujours là. Et ils ont une grande équipe. C'est l'une des meilleures nations avec la nôtre ou d'autres. Mais il ne faut pas abandonner. L'équipe nationale a des belles compétitions qui vont arriver, malgré qu'on ne soit pas à la Coupe du Monde pour l'instant. Hein. On ne sait jamais si le recours sera validé pour rejouer le match. Après, tout n'est pas dit. S'il y a un autre match qui est rejoué, il faut le gagner. Mais il ne
faut pas abandonner. J'espère que Inch'Allah Jamel va pouvoir rester, apporter encore pour l'équipe nationale qui en a énormément besoin. Et je sais que tout le peuple algérien, j'ai vu quelques vidéos qui le soutiennent, qu'il appelle le ministre du bonheur. Donc, je le connais très bien. C'est quelqu'un qui mérite tout ce que les gens pensent de lui. C'est quelqu'un de bien. Et même les joueurs de l'équipe nationale, vraiment, ils m'ont fait plaisir. Pensez-vous justement qu'il va rester à la tête de l'équipe nationale algérienne? Je suis pas à sa place. Je suis pas à sa place. Je sais pas ce qu'il a vécu. Qu'est-ce qu'il recherche? Est-ce que il est prêt? Mais je pense, si je me trompe pas, le connaissant, Inch'Allah, je pense qu'il va vouloir continuer pour peut-être apporter une nouvelle CAN et refaire une autre qualification à la Coupe du Monde la prochaine, Inch'Allah, parce qu'il a beaucoup à prouver et par rapport à ces années, déjà, il a amené énormément à l'équipe nationale. Très bien, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Ma'mar Mamoudi, d'avoir été en direct avec nous. Et Sahaf Tolkom. Merci. Bon courage à vous. Cinéma pour clore cette édition en réaction à la gifle que Will Smith, l'acteur américain, a assénée à l'humoriste Chris Rock en pleine soirée de gala fin mars. L'Académie des Oscars a décidé vendredi d'interdire l'acteur de toute cérémonie ou événement qu'elle organisera pendant 10 ans. L'Académie a accepté la démission de Will Smith qu'il avait présentée la semaine dernière, mais ne lui a pas retiré l'Oscar du meilleur acteur reçu le mois dernier pour son rôle dans le film La méthode Williams. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, l'info du ciel, la météo du monde, présentée par Amal Amziane Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.